Bonjour à tous et bienvenue. L'ingénierie logicielle évolue et d'ici fin 2025, elle aura un aspect fondamentalement différent. En 2021, nous avons annoncé notre premier modèle que nous avons appelé Codex. C'était la première fois que nous démontrions vraiment ce que nous appelons maintenant le NVAB coding. Il y a juste quelques semaines, nous avons sorti Codex CLI, qui est un agent local qui tourne sur votre ordinateur portable dans votre propre terminal. Vous pouvez l'associer et interagir avec lui de manière synchrone. Aujourd'hui, nous allons faire un pas vers ce que nous pensons être l'avenir de l'ingénierie logicielle. Et nous sortons un nouveau système qui est un agent logiciel distant pouvant exécuter de nombreuses tâches en parallèle. Nous appelons ce système, dans la grande tradition du nommage d'OpenAI, Codex. Ce qui est passionnant avec Codex, c'est qu'il fonctionne avec votre dépôt et votre environnement sur l'infrastructure de calcul d'OpenAI. Vous pouvez donc en exécuter de très nombreuses copies. Vous pouvez ainsi effectuer de nombreuses tâches en parallèle, les lancer, puis y revenir plus tard, ce que nous allons vous montrer aujourd'hui. Nous déployons cela pour les utilisateurs de ChatGPT Pro, Enterprise et Teams à partir d'aujourd'hui. Et nous poursuivrons avec plus et EDU à l'avenir. Codex est alimenté par un nouveau modèle que nous appelons Codex One. C'est notre meilleur modèle de codage à ce jour. Nous avons pris 0.3 et l'avons optimisé non seulement pour les benchmarks, mais aussi pour le type de code que les gens veulent réellement intégrer à leur base de code. Pensez aux commentaires, aux changements superflus, au style, afin que ce soit quelque chose qui accélère vraiment le travail des gens. Et pour vous montrer ce système, que nous sommes si excités de partager avec vous, nous avons plusieurs membres de l'équipe Codex. Salut, je suis Hansen. Je suis membre de l'équipe de recherche Codex. Je suis Josh et je suis ingénieur dans l'équipe Codex. Et je suis Thibaut, et j'ai construit les agents de code et l'infrastructure pour les faire fonctionner. Je vais passer directement à la démo. Normalement, vous auriez dû connecter votre compte GitHub. J'ai déjà fait cela pour moi. Et ici, je vais sélectionner mon dépôt, réalisé par la formidable équipe Preparedness que nous avons ici. Et c'est pertinent, car les évaluations de pointe concernent vraiment les agents. Je vais donc simplement utiliser cet environnement. Et puis, je suis accueilli par 3 tâches que nous pensons être bonnes pour commencer avec n'importe quel dépôt. La première est une tâche de demande, qui demande simplement à l'agent de code, Codex, d'expliquer la base de code à un nouveau venu, expliquer la structure générale. La seconde est une tâche de code qui demande de trouver et de corriger un bug quelque part dans le dépôt. La plupart des dépôts, comme vous le savez, ont des bugs. Voyons donc si l'agent Codex peut en trouver un. Je n'y ai pas mis de bug. C'est du code avec lequel nous travaillons tous les jours, et donc nous allons montrer 2 dépôts aujourd'hui. L'un est le dépôt Preparedness, et l'autre est celui du Codex CLI. Et la dernière est une que j'attends vraiment avec impatience, où je lui demande de parcourir la base de code. Et non seulement d'explorer la base de code, mais aussi de proposer de manière proactive des suggestions de tâches qu'il pourrait faire de lui-même. Alors commençons par celle-ci. Maintenant, nous avons 3 agents Codex travaillant sur ces tâches simultanément, juste en arrière-plan. Et ce que je vais aussi faire, c'est... L'une de mes préférées est de trouver autant de fautes de frappe et de grammaire que possible et de les corriger. And grammar mistakes as you can and fix them. Je pense que ça n'a pas d'importance. Voyons s'il comprend aussi mes instructions, même si je fais des fautes de frappe. Et j'ai planifié une tâche juste avant cela, avant que nous n'allions nous y mettre, où j'ai demandé quelque chose d'assez intéressant à l'agent Codex. Je lui ai dit que ma base de code, je veux qu'elle soit maintenable et sans bug. Parcourir le code, proposer des tâches qui aideraient à atteindre cet objectif. Et ne pas trop insister sur les tâches à faire. Comme les tâches à faire sont partout dans les bases de code, celles que je connais déjà. Je veux des choses nouvelles. Et donc l'agent Codex a parcouru la base de code, et dans son petit environnement, comme nous allons vous le montrer, il a trouvé plusieurs choses. Regardons. L'une d'elles ici ressemble à une utilisation d'arguments par défaut mutables. Demandons à Codex de le corriger. Absolument. Alors planifions cela. Correction de l'orthographe de la variable. Je pense que cela sera corrigé dans le cadre de l'autre tâche, mais planifions-la quand même. Et puis ici, il y avait une petite incohérence quant à la façon dont nous définissions les délais d'attente. Une fois, nous l'avons défini à 120, une autre fois à 60. Cet agent Codex ici a proposé une tâche pour lui-même. Donc, nous déléguons la délégation ici, ce qui me sidère à chaque fois.
Et je vais juste dire de le mettre à 120. Je pense que c'est le bon délai d'attente ici. Et demandons-lui de le coder pour nous. Et puis, passons à peut-être cette tâche ici, et voyons l'agent codex à l'œuvre. Cela ne tourne pas sur mon ordinateur portable ici. Qu'est-ce qui se passe exactement ici, et comment cela fonctionne-t-il? Oui, c'est une excellente question, Divya. Donc, comme vous venez de voir toutes ces tâches se lancer en parallèle, nous avons maintenant besoin d'une nouvelle infrastructure de codage d'agents pour ce scénario où les agents n'ont pas seulement besoin de leur propre GPU, mais aussi de quelques CPU. Donc cela tourne sur l'infrastructure de calcul d'OpenAI. C'est en fait la même infrastructure que nous utilisons pour notre apprentissage par renforcement. Ce qui signifie, heureusement, même avant ce lancement, elle a été testée en conditions réelles sur les larges exécutions d'entraînement que nous effectuons. Et surtout, c'est aussi cohérent entre ce que les agents voient pendant l'entraînement et ce que les agents voient plus tard en production. Donc, chacune de ces tâches s'exécute dans sa propre sandbox micro-VM, son propre système de fichiers, CPU, mémoire, politique, réseau. Et l'agent a toute liberté à l'intérieur. Donc, l'agent a appris à utiliser toutes vos commandes POSIX comme grep, sed. Il sait comment exécuter le linting, le formatage, et évidemment, il sait écrire et exécuter tout un tas de code. Oui, une chose que j'aime vraiment dans cette interface est sa légèreté pour lancer des tâches. Vous lancez simplement des tâches à gauche et à droite. Et je pense que cela fait vraiment une grande différence dans la façon dont vous l'utilisez. Et je pense que c'est une infrastructure très puissante. Et l'interface web la rend agréable à utiliser. Mais je pense qu'elle est aussi beaucoup plus configurable. Oui, donc chaque tâche s'exécute dans ce que nous appelons un environnement, essentiellement plus ou moins un dépôt, mais avec des variables d'environnement, des secrets et des scripts de configuration, de sorte que vous pouvez personnaliser l'environnement d'exécution pour débloquer plus pleinement les capacités de l'agent. Lorsque nous avons travaillé avec les premiers alpha-testeurs, nous avons constaté que vous obtenez de très grandes victoires précoces en installant quelque chose d'aussi simple qu'un linter ou un formateur. Et nous installons maintenant tout cela par défaut. Et bien sûr, nos utilisateurs expérimentés ont toutes leurs dépendances de tests configurées. Pour les environnements internes d'OpenAI, nous avons même des hooks de pré-commit configurés. Donc, pendant que l'agent code, il commit, voit ce que disent les hooks de commit, vraiment similaires à mon propre environnement de développement. Ça a l'air très excitant. Peut-être regardons-le fonctionner. Et nous allons passer à un environnement que nous avons entièrement configuré comme la CLI Codex. Et faisons une démonstration de quelque chose de cool avec. Oui, je pense donc que l'un de mes cas d'utilisation préférés pour Codex est sa capacité à trouver et à résoudre des problèmes complexes. Ainsi, même avant ce lancement, je pense que Codex a effectivement trouvé et corrigé quelques bugs critiques dans notre code. Mais ici, nous examinons la CLI Codex, sur laquelle Thibaut et moi avons travaillé. Et donc, nous avons reçu un rapport de bug d'un utilisateur ici. En gros, lorsqu'ils ont des noms de fichiers avec des caractères spéciaux, la commande div dans la CLI affiche un message d'erreur. Et donc, l'une des choses que nous avons entraîné nos agents à faire n'est pas seulement de résoudre ces problèmes, mais aussi nous avons introduit ce concept de fichier agents.md. Nous savons donc que pour les développeurs, il est extrêmement important de fournir une maniabilité et des instructions au modèle. Et donc, la première chose que nous allons le voir faire ici est qu'il va effectivement jeter un œil au fichier agents.md dans le dépôt. Et donc ici, nous avons fourni quelques instructions sur la structure du dépôt. On peut voir l'une des instructions spéciales ici. Nous lui avons demandé d'imprimer de l'art ASCII dans le terminal. Je pense que ça ressemble à un chat pour vous. Ça l'est. C'est un chat différent à chaque fois. Il réussit mon test du chat. Plutôt bien. Donc, et puis, je pense que nous avons aussi vu plus haut qu'en gros, nous lui avons aussi dit, voici la partie TypeScript du dépôt dans la CLI Codex. Et avec quelques instructions sur la façon d'exécuter les tests ici, ce qui est assez important pour l'agent. Donc, l'une des choses cool dans la façon dont nous entraînons ces modèles, avec l'apprentissage par renforcement de bout en bout, c'est qu'ils n'écrivent pas seulement du code, mais ils savent aussi naviguer dans la base de code, et même reproduire le problème. Donc ici, il a écrit un petit script pour lui-même. Donc, vous pouvez voir, c'est comme nous. Je ne sais pas pour vous, mais j'adore utiliser le débogage par impression. Jamais. Never. C'est quelque chose que nous voyons émerger dans le cadre de l'entraînement par RL. Il a en fait écrit un petit script ici pour reproduire le problème. Il a écrit un fichier qui correspond à la description de l'utilisateur. Et il est capable d'exécuter le code pour vérifier que le problème peut être reproduit. Il affiche beaucoup de comportements complexes qui sont très similaires à la façon dont nous travaillons tous. Comment apprenons-nous à l'agent à faire ça? Oui, je pense que nous avons beaucoup de ces types de tâches dans l'entraînement.
Nous utilisons l'apprentissage par renforcement de bout en bout pour vérifier qu'il complète tout le cycle, de l'écriture du code à l'exécution des tests. Et ensuite, nous vérifions qu'il est effectivement capable d'accomplir les tâches et de satisfaire, par exemple, les vérifications de style et les vérifications programmatiques et bien d'autres choses. Lors d'évaluations comme Sweepbench, cela donne des performances de pointe. Oui, on peut voir ici que le problème a été trouvé. Et il est en train d'écrire un test pour lui-même maintenant, pour que nous puissions voir qu'il vérifie son travail pour nous. C'est presque terminé. Il est en train de lancer les linters pour vérifier que le code correspond à nos attentes en matière de style. Et je l'ai vu se référer à son fichier agentsmd ici. Oui, exactement. Dans le fichier agent.md, vous pouvez fournir des directives détaillées, par exemple sur les messages de commit et les messages de PR, et sur la manière exacte dont vous souhaitez que votre code soit structuré. On dirait qu'il prépare les fichiers pour le commit. Oui, je pense que c'est presque terminé. Donc, juste pendant le temps où nous avons parlé, cette modification m'aurait probablement pris au moins 30 minutes, voire des heures, pour le débogage. Et dans un instant, je pense que nous verrons la PR finale. Et l'autre chose, c'est que vous pourriez faire cela depuis votre téléphone. Exactement. Oui, il semble que la PR soit faite. Comment trouvez-vous cela, Debo? Regardons voir. C'est un peu difficile de revoir le code si vite ici, mais l'une des choses ici, c'est qu'il a bien ajouté un test. C'est un test de reproduction pour le problème que nous avons mentionné. Donc cela semble correspondre ici. Et aussi ce qui me donne confiance, c'est qu'il a effectivement exécuté ce test et il y a une petite preuve ici, dont nous parlerons plus tard, où j'acquiers beaucoup de confiance dans le fait que ce test passe réellement. Donc je pousserai simplement et créerai une PR ici. Mais maintenant que nous avons un tas de tâches supplémentaires qui sont terminées, qu'en pensez-vous, Greg? Je pense que c'est magique. Je sens vraiment la GA ici. Merci à tous. Et je pense que ce système montre, à mon avis, c'est que nous allons au-delà de la simple conception de nos systèmes d'IA comme de simples modèles linguistiques, n'est-ce pas? Nous construisons vraiment des systèmes autour d'eux. Donc il ne s'agit pas seulement de l'intelligence fondamentale de l'IA. Il s'agit vraiment de quels outils elle a accès, de l'environnement dans lequel elle est capable d'opérer, et des types de conditions du monde réel auxquelles elle a été entraînée, auxquelles elle est exposée. Cela commence à ressembler beaucoup plus à l'interface que nous verrons pour une véritable AGI. Il y a encore beaucoup à construire, mais on commence à sentir qu'elle a le bon facteur de forme. Et voici pour vous en dire plus sur la façon dont nous construisons le système, d'autres membres de notre équipe. Salut tout le monde, je suis André. Je travaille sur la recherche et les systèmes pour l'apprentissage par renforcement et les agents de codage. Salut, je suis Katie, je fais partie de l'équipe de recherche ici. Je suis Jory, je travaille aussi sur la recherche ici. Si nous regardons l'histoire, nous travaillons sur de grands modèles linguistiques.code depuis de nombreuses années déjà. Les premiers modèles codex que nous avons publiés, qui alimentent GitHub Copilot, n'étaient guère plus qu'une autocomplétion intelligente, et je pense qu'ils ont lancé une révolution du codage, assistée par l'IA, que nous voyons vraiment décoller aujourd'hui. Depuis lors, nous avons travaillé sur beaucoup de choses. Nous avons amélioré chaque couche de notre pile de pré-entraînement pour rendre nos modèles vraiment excellents dans toutes sortes de tâches de programmation. Au moment où GPT-4 est sorti, c'était de loin le meilleur modèle de programmation au monde. Nous avons également constamment itéré sur notre recette de post-entraînement pour rendre les modèles de ChatGPT vraiment performants pour répondre aux questions de programmation des utilisateurs. Chaque jour, des millions d'utilisateurs utilisent ChatGPT pour accélérer leur travail. Cependant, travailler avec des LLM sur des projets liés à la programmation semble encore assez lourd. Cela demande beaucoup d'accompagnement manuel et de changement de contexte. Je pense que le paradigme actuel de mise à l'échelle de l'apprentissage par renforcement peut enfin nous amener là où nous pouvons automatiser de plus grandes portions de travail, où nos modèles peuvent travailler, où nous pouvons leur dire ce que nous voulons faire, pas nécessairement comment, et ils peuvent travailler pendant une période de temps étendue sur cette tâche pour un utilisateur sur une base de code de production réelle. Plus important encore, l'infrastructure que nous ouvrons pour cela est parfaitement évolutive. Cela ne tourne pas sur votre ordinateur portable. Cela tourne dans le cloud. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez lancer un agent, 10 agents ou 10 000 agents. C'est un multiplicateur de force alimenté par l'IA à la demande. Et vous voyez d'excellents résultats en interne. Donc je vais faire la partie de la démo qui est probablement la plus malchanceuse, où je ne vais démarrer aucune tâche, mais je vais examiner les tâches que Thibaut, Hansen et Josh ont démarrées.
et j'espère qu'elles sont bonnes. Et je pense que c'est en fait le reflet de l'évolution du travail d'ingénieur au cours des dernières années, où une grande partie de mon temps est maintenant consacrée à la relecture de code plutôt qu'à son écriture. Et en ce sens, il devient encore plus important que nos modèles soient très alignés sur ce que nous voulons. Donc, je vais vous expliquer comment nous entraînons ces modèles en gardant l'alignement à l'esprit pendant que nous examinons quelques-unes de ces tâches. Alors, retournons à celle que Thibaut a démarrée ici. Je pense qu'il y a 3 parties essentielles ici. À droite, nous avons la sortie de code réel produite par le modèle. Lorsque nous examinons du code et lorsque vous relisez du code, vous pouvez chercher des choses comme avoir des changements sensés, faire exactement ce que la description de la pull request indiquait et ne pas avoir de changements supplémentaires. Vous ne voulez pas de commentaires supplémentaires éparpillés dans votre code. C'est un retour que nous avons déjà reçu concernant nos modèles. Et donc, quelque chose sur lequel nous nous sommes vraiment concentrés, c'était d'avoir une bonne qualité et un bon style de code pour que le code soit plus facile à examiner. L'autre chose sur laquelle nous nous sommes vraiment concentrés ici, c'était l'interprétabilité et les sorties vérifiables. Donc, sur le côté gauche ici, nous avons un résumé généré par le modèle de ce qu'il a fait exactement, n'est-ce pas? Ici, il a ajouté un import pour cette fonction. Il vous dit ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Et il vous montre dans cette vue de citation exactement le code auquel il faisait référence lorsqu'il parlait de ce qu'il a fait. Ensuite, dans la section de test, ici le modèle a effectivement exécuté le test qu'on lui a dit d'exécuter dans le fichier agent.md. Mais au-delà de l'exécution réelle du test, le modèle rapporte si le test a réussi ou échoué. Et dans ce cas, vous pouvez voir exactement où dans le journal de travail le test a été exécuté. Et vous pouvez voir et vérifier qu'il a réussi. Regardons une autre tâche. OK. Donc ici, il y a une autre tâche qui a été effectuée dans le dépôt de préparation, où je peux examiner la sortie de ce modèle et elle pourrait me sembler correcte au premier abord. Mais je peux voir dans la sortie du test du modèle ici qu'il n'a en fait pas réussi à passer le test. Et donc je regarde ici et il semble que cela pourrait être quelque chose lié à une dépendance manquante dans l'environnement. Peut-être que Pydantic n'est pas installé. Et donc, cette pull request pourrait être quelque chose que je ramène sur mon ordinateur et que je réexécute les tests localement. Et peut-être que si je vois que c'est utile, c'est quelque chose que je peux retourner configurer dans mon environnement et réinstaller. Et finalement, je pense que nous trouvons Codex aussi fiable, sinon plus fiable, que nos propres collègues. Je n'ai pas ce genre d'accès à ce qu'Andra fait un jour donné en termes de journaux ou de sorties de tests réels. Et je pense qu'à mesure que nous avançons vers un monde où l'IA écrit de plus en plus de code, ce type de vérifiabilité deviendra vraiment important. Je suis très enthousiaste à l'idée de partager cela avec vous tous aujourd'hui. Je travaille là-dessus depuis plus de 2 ans. En fait, une grande partie de ce temps avec Jerry, c'était vraiment génial. Et nous l'utilisons en interne, et nous voyons beaucoup de moments vraiment magiques commencer à apparaître. Nous partageons cela avec vous aujourd'hui, car nous pensons que cela représente un aperçu de l'avenir, de la façon dont l'ingénierie logicielle est réalisée. Je vais juste vous raconter un peu comment j'utilise le produit. Alors, dans la période précédant ce lancement, j'ai fini par faire beaucoup de travail de coordination. Je n'ai pas eu autant de temps pour coder que d'habitude, ou autant que j'aurais idéalement aimé. Désolé. Nous apprécions Greg. Greg peut compatir un peu avec ça. Et donc, si je suis en train de revoir le code de quelqu'un d'autre, si je lis Slack ou si je joue avec le produit, juste pour m'assurer qu'il se développe bien. Parfois, j'ai une idée de modification de code que j'aimerais faire, un changement dans le produit, ou un certain refactoring, et je vais juste le lancer dans Codex. Cela prend environ 30 secondes. C'est une chose très légère à faire, et ensuite je retournerai sur Slack ou là où je suis. Et ensuite, je reviens plus tard et la tâche est là, terminée. Et parfois, c'est une petite tâche, comme un simple changement de chaîne. Parfois, j'étais ambitieux, et j'ai fait une demande pour un refactoring plus important, ou une sorte de fonctionnalité. Et cela ne fonctionne pas tout le temps, c'est un aperçu de recherche. Nous pensons que nous n'en sommes qu'au début. Mais parfois, c'est une différence de plusieurs centaines de lignes, et je l'ouvre et je commence à la lire. Et je lis ce que le modèle a fait. Peut-être que le modèle a exécuté les tests, peut-être que ces tests ont échoué, et que le modèle a corrigé l'échec des tests. Je regarde à gauche, et tous les petits résultats de tests sont verts. Failed and the model fixed the test failure. I look on the left and all the little test results are green. Et je me dis, oh, cette modification a l'air vraiment bien. Laissez-moi ouvrir une pull request. Peut-être que je l'enverrai à un collègue pour examen. Peut-être qu'ils l'approuveront et nous le fusionnerons.
et il arrivera dans la base de code. Et puis je prends du recul et je réalise que je viens de livrer une modification non triviale, un grand changement, souvent dans notre base de code, et cette branche n'a même jamais atteint mon ordinateur portable. C'était juste quelque chose qui s'est produit entièrement via cette interaction avec une délégation asynchrone à l'un de ses agents. Et quand cela fonctionne, c'est vraiment un moment magique. Et c'est vraiment incroyable. Et quand je parle à d'autres collègues, ils utilisent aussi le produit. Et ils l'utilisent de différentes manières, et ils ont leur propre moment magique et interaction magique avec lui. Et vous pouvez voir certaines de ces histoires dans les vidéos que nous lions depuis le blog associé à cette sortie. Donc tout cela est très excitant à voir, mais ce qui m'enthousiasme le plus, c'est de partager cela avec vous tous aujourd'hui et de voir ce que vous en ferez. L'une des choses que je trouve vraiment excitantes dans la façon dont Codex fonctionne, c'est qu'il a des forces et des faiblesses très non humaines. Et cela signifie vraiment que vous en tirez beaucoup plus si vous commencez à le considérer non pas seulement comme un outil statique que vous utilisez sans avoir à développer d'expertise, mais si vous optimisez vraiment votre base de code en fonction de ce qu'il peut faire. But if you really optimize your code base around what it can do, you start. Honnêtement, la plupart de ce dont Codex bénéficie est simplement ce qui constitue de bonnes pratiques d'ingénierie logicielle en termes de base de code modulaire avec de bons tests, etc. Ils sont capables de bouger si vite. Et nous avons vu cela se produire en interne chez de nombreuses personnes chez OpenAI. Nous lançons cela aujourd'hui pour les utilisateurs de ChatGPT Enterprise, Teams et Pro. Nous allons avoir des limites de débit très généreuses. Nous allons commencer sans frais supplémentaires. Au fil du temps, à mesure que nous commencerons à recevoir des commentaires et à comprendre comment les gens l'utilisent, nous introduirons plus de limites de débit. Nous le déploierons pour les utilisateurs plus et EDU. Nous réfléchirons à une tarification pour obtenir des requêtes supplémentaires. En général, nous sommes tellement excités de voir comment les gens l'utilisent, car nous avons vu que chaque personne chez OpenAI utilise Codex différemment. Maintenant, nous ne sommes pas du tout à la fin de ce voyage, nous sommes vraiment au début. Nous allons continuer à améliorer Codex. Nous allons l'intégrer dans beaucoup plus de systèmes, comme être présent dans votre outil de suivi des problèmes. Lancer une API afin que vous puissiez l'intégrer automatiquement dans votre CI. Donc s'il y a une erreur CI, vous n'avez plus à la corriger. Codex s'en occupe. Nous continuons également à développer Codex CLI, qui est un agent local qui s'exécute sur votre ordinateur portable. Nous lançons un mini-modèle aujourd'hui et nous allons également lancer la connexion avec ChatGPT pour faciliter le démarrage. Maintenant, si vous y réfléchissez, il y a deux facteurs de forme différents dont nous avons parlé. Il y a la version locale, synchrone, sur votre ordinateur, mais il y a aussi ce qu'est Codex, une version asynchrone, dans le cloud, qui s'exécute sur son propre ordinateur. Ce que vous voulez vraiment, c'est un collègue à distance avec son propre ordinateur, mais qui peut aussi regarder par-dessus votre épaule. Et donc, vous êtes là en train de taper, vous travaillez sur un changement. Il prend le relais de manière transparente et l'exécute dans le cloud. Ou si vous avez une question sur quelque chose, ou si vous voulez télécharger un changement parce que votre dépendance n'est pas installée ou quelque chose comme ça, tout se déplace de manière totalement transparente. C'est donc un collègue, un stagiaire à qui vous pouvez déléguer, un mentor, un programmeur en binôme et tout cela à la fois. Et donc notre objectif est vraiment d'aider à accélérer le travail utile qui est fait, aider à ce qu'il y ait plus d'ingénieurs logiciels dans le monde, afin qu'il y ait plus de programmation utile capable de faire avancer le monde. Nous sommes donc tellement excités de voir ce que vous allez faire avec Codex. Merci à tous. Thank you all.